nous les avons éprouvés pendant 3 ans. Et quand vous regardez les décisions qui sont rendues par la Cour constitutionnelle, vous posez 1001 questions. C'est la preuve que la Cour constitutionnelle aujourd'hui, dans sa formation actuelle, bon, on ne peut pas attendre d'elle quelque chose, sauf grande surprise. On en a eu la dernière fois lorsque Corvi l'avait saisi pour demander de permettre à ce que le président Patrice Talon soit nouveau candidat. On a eu cette surprise, mais elle s'est déclarée incompétente. C'est pas qu'elle s'est prononcée sur le fond, elle s'est déclarée incompétente. Maintenant, elle est compétente pour contrôler la constitutionnalité de la révision constitutionnelle. Elle l'a déjà fait en 2019. Maintenant, est-ce qu'il y aura un revirement de telle manière qu'elle va refuser de contrôler la constitutionnalité de la loi de révision constitutionnelle? Bon, maintenant, si elle refuse, c'est que la loi de révision est consommée. Maintenant, si elle accepte de contrôler la constitutionnalité de cette loi de révision constitutionnelle, les aspects qui ont été abordés par le recours, dans la réalité, c'est qu'elle doit rejeter la loi de la révision de la Constitution. Moi, je ne sais pas, sauf si entre-temps, elle observe encore un revirement de la jurisprudence pour nous dire que le législateur est souverain pour mettre dans la loi de révision de la Constitution ce qu'il veut. Dans aucun pays qui se veut l'état de droit et de démocratie, le législateur ne peut mettre dans la loi de révision de la Constitution ce qu'il veut. Il y a toujours des limites en ce qui concerne le contenu. Non. Donc, le Bénin a-t-il encore une constitution digne de ce nom? Depuis la révision constitutionnelle du 15 novembre dernier, le pays semble suspendu entre incertitude et inquiétude dans l'attente du contrôle de conformité de la Cour constitutionnelle et de la promulgation par le président Patrice Talon. Pour de nombreux observateurs, cette révision pose problème aussi bien sur la forme que sur le fond. Les interrogations fusent, les inquiétudes grandissent et les implications politiques paraissent plus profondes qu'on ne le dit officiellement. Pour analyser ces enjeux majeurs, nous recevons aujourd'hui, vous le savez déjà, sur notre panel, pour sa toute première fois, le professeur Nathaniel Kitty, vice-président du Parti Les Démocrates, candidat à la candidature pour la présidentielle de 2026 et chef département de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir, professeur Kitty, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez ouvrir votre micro maintenant. Oui, bonsoir, chers amis. Bonsoir aux amis téléspectateurs, si je peux m'exprimer ainsi. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Les amis, continuez à vous abonner au compte TikTok du professeur Kitty, comme ça, au cours du live, il aura peut-être la possibilité d'ouvrir sa caméra. Donc, ma première question est celle-ci. Selon vous, cette révision du 15 novembre marque-t-elle une rupture avec l'esprit de la Constitution de 1990? Oui, vous avez posé une grande question. Beaucoup de Béninois se posent, beaucoup d'intellectuels ayant étudié la constitution béninoise se posent. Est-ce que l'esprit de la conférence nationale figure encore
dans la Constitution du 11 décembre 1990, après la révision qui est intervenue le 15 novembre 2025. J'espère que vous me recevez toujours. Oui, très bien. Vous pouvez continuer. C'est bon. Voilà. Alors, la remarque qu'il faut faire, c'est que le préambule n'a pas été touché. Lorsque vous prenez le préambule de la Constitution de décembre 1990, vous remarquez aisément les différentes options qui ont été faites, à savoir l'option de la démocratie pluraliste. Dans le préambule, nous, peuples béninois, réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des droits de l'homme qui fut naguère les nôtres. Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un état de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promis comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle. Alors, donc, lorsqu'on se base sur le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990, on peut conclure que l'esprit de la conférence du 11 décembre, de la conférence nationale du 19 au 28 décembre 1990 demeure. Et c'est là où se trouve l'incongruité du travail que le législateur a fait le 15 novembre 2025. Je le dis parce que je viens de lire quelques lignes du préambule et vous avez remarqué que l'esprit de la conférence nationale, il demeure l'option de la démocratie pluraliste. Or, il se fait que l'efficacité a été introduite le 15 novembre 2025 ont rompu de manière radicale avec l'option de la démocratie pluraliste. Donc, le législateur n'a pas touché le préambule, mais le législateur a touché les aspects qui sont en conformité avec ce préambule-là. Donc, la révision qui est faite le 15 novembre est en déphasage avec le préambule, pour plusieurs raisons. Vous voyez la trêve politique. La trêve politique n'est pas en harmonie avec la démocratie pluraliste. Vous avez la création du Sénat. Ce n'est pas en harmonie avec l'opposition à un régime fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. Vous avez d'autres aspects de cette révision-là qui sont en contradiction avec le préambule. Et donc, pour cette raison, vous vous rendez compte que la tête demeure, mais certains organes du corps ont été modifiés. Et ce qui fait que ces organes ne peuvent pas répondre au commandement que la tête va leur donner. Si on regarde un peu l'historique des décisions de la Cour constitutionnelle, on a eu cette notion-là qu'on avait parlé, on parlait de consensus national. Est-ce que cet esprit de consensus national dans les réformes majeures, est-ce que ça existe encore au Bénin? Moi, j'entends certaines personnes dire que le consensus a été remis en cause par la Cour constitutionnelle après la révision de 2019. Non. Non, parce que
si vous prenez le contrôle de conformité que la Cour constitutionnelle avait fait en 2019, vous vous rendez compte que la Cour s'est contentée de contrôler si le législateur a respecté la procédure pour la révision de la Constitution. Et la Cour en a conclu que la majorité des 3/4 ayant été obtenue, puis la majorité des 4/5, et après ce contrôle de majorité, la Cour est allée vers les dispositions supraconstitutionnelles, a conclu que les dispositions supraconstitutionnelles n'avaient pas été touchées. Par conséquent, elle a validé le contrôle, elle a validé la révision qui avait été faite, tout en rappelant que le pouvoir constituant dérivé est souverain. C'est ce que la Cour avait dit en 2019. Le consensus, principe à valeur constitutionnelle, la Cour ne l'a pas rejeté, pas du tout. Dans cette décision, la Cour ne l'a pas du tout rejeté. La Cour constitutionnelle n'a pas dit que le pouvoir constituant dérivé ne devrait pas respecter le consensus national. Ce n'est pas ce que la Cour avait dit. Alors, le consensus national avait été dégagé par la Cour constitutionnelle en 2006 suite à la révision de l'article 80 de la Constitution et a conclu que cette révision n'était pas conforme à la procédure. On peut regretter qu'en 2019, la Cour constitutionnelle ne l'avait pas abordé, mais lorsque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait été saisie par notre compatriote Sébastien Adjavon, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples l'a rappelé. Elle a dit plutôt que le consensus n'avait pas été respecté et elle a ajouté que le droit à l'information des populations avait été violé parce que le droit à l'information est garanti par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui fait partie intégrante de la Constitution du 11 décembre 1990. Et c'est la particularité de notre Constitution. Vous voyez, notre Constitution, à notre Constitution a été annexée la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie du bloc de constitutionnalité au Bénin. Ce sont les normes de référence à partir desquelles le contrôle de constitutionnalité des lois est fait. Donc la Cour africaine l'a rappelé, et quand la Cour africaine l'a rappelé, il revenait au président de la République du Bénin de constater que la Cour africaine avait rendu un arrêt et par conséquent, cet arrêt devrait être exécuté parce que dans la Constitution, c'est le président de la République qui garantit l'exécution des décisions de justice. C'est lui qui garantit l'exécution des décisions de justice. Et l'arrêt a été rendu, le président de la République ne l'a pas exécuté. Et la Cour a été saisie à nouveau. Lorsque la Cour constitutionnelle a été saisie pour dénoncer l'inexécution de cet arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, vous savez ce que la Cour constitutionnelle a dit? La Cour constitutionnelle a dit qu'il y a séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Et par conséquent, elle ne peut pas faire injonction au président de la République de respecter la décision ou l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que
la Cour constitutionnelle ne méconnaît pas l'existence de cet arrêt. Elle refuse juste de faire injonction au président de la République de respecter cet arrêt rendu par la Cour africaine. Et lorsque vous tenez compte de ce développement que je viens de faire et du raisonnement, vous vous rendez compte que le consensus national est toujours d'actualité. Et mieux, et c'est là que on s'étonne de ce qui arrive à notre pays. Et c'est là que vous vous rendez compte du comportement maladroit du gouvernement de notre pays et du Parlement. Je le dis pourquoi. Le gouvernement est conscient que le consensus national n'a pas été respecté. Les parlementaires, ils sont conscients, ne serait-ce que pour ceux qui ont voté pour cette révision de la Constitution, ils sont conscients que le consensus n'a pas été respecté, la procédure n'a pas été respectée. Le président de la République même est conscient que la procédure n'a pas été respectée. Et pour se rattraper, après le vote de la loi de révision de la constitutionnelle, de révision de la Constitution plutôt, ils ont choisi maintenant d'aller vulgariser la loi. Et comme le criminel revient toujours sur les lieux du crime, comme on le dit en droit pénal, que le criminel revient toujours sur les lieux du crime, maladroitement, ils sont revenus sur les lieux du crime parce que comment peut-on comprendre que le législateur et le gouvernement décident d'aller vulgariser une loi de révision constitutionnelle qui n'a même pas encore été promulguée par le chef de l'État? Comment peut-on comprendre ça? Ça ne se comprend pas. On ne vulgarise pas une loi qui n'est pas promulguée et qui n'est pas entrée en vigueur. Pour que la loi entre en vigueur, il faut qu'elle soit d'abord promulguée. Après promulgation, c'est comme on enseigne dans les universités, il faut un jour franc pour qu'elle soit opposable aux citoyens. Et c'est à partir de ce moment-là que le gouvernement peut commencer par vulgariser la loi. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se fait dans notre pays, c'est qu'on vulgarise une loi de révision constitutionnelle qui n'est même pas encore promulguée et n'est pas entrée en vigueur. C'est dire que le gouvernement et le législateur ont décidé de se rattraper, de rattraper ce qui a été mal fait, mais maladroitement, le rattrapage là est fait, et ce qui ne les absout pas par rapport à la violation de la procédure de révision de la Constitution. Et par conséquent, je conclus pour votre question que le consensus national est toujours d'actualité. Toujours est-il que cette révision est intervenue alors que le processus ou bien le calendrier électoral a été lancé depuis le mois de juillet passé, et on nous dit que les normes de la CEDEAO interdisent toute modification de la loi électorale 6 mois avant les élections. Est-ce que dans le cas précis du Bénin, aujourd'hui, ça pose problème, cette révision, au regard des dispositions de la CEDEAO? Oui, ça pose problème. Ça pose problème parce que c'est le protocole additionnel au traité de la CEDEAO. Le protocole additionnel sur la gouvernance et la démocratie, son article 2, qui interdit de réviser les lois électorales à 6 mois des élections s'il n'y a pas une large majorité. Large majorité, on n'a pas dit s'il n'y a pas la majorité, on a dit large. Large majorité. Alors, les élections municipales communales et les élections législatives sont prévues pour le 11 janvier 2026. Et l'élection présidentielle, je pense, le premier tour, c'est le 12 avril 2026. Lorsque vous-même, vous faites
la computation des délais, vous vous rendez compte que nous avons déjà dépassé le délai prescrit par le protocole additionnel. Et lorsqu'on est dans ce délai-là, on dépasse ce délai-là, il faut une large majorité. Et dans le cas du Bénin, les dossiers ont été déposés pour l'élection présidentielle. Et les deux duos ont été validés par la Sénat et par la Cour constitutionnelle. Les dossiers ont été déposés pour les élections municipales et communales. Et c'est après ces deux dépôts de dossiers qu'on procède à une révision de la Constitution qui modifie le mandat. Or, le mandat fait partie de la procédure pour les élections, aussi bien législatives que municipales et communales. Les candidats à ces deux élections avaient connaissance déjà du mandat. Et donc, non seulement on modifie ce mandat-là, mais également on le modifie sans se conformer à ce protocole additionnel qui veut qu'il y ait une large majorité. Et la large majorité dont parle le protocole, ce n'est pas seulement les députés qui sont à l'Assemblée nationale, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. C'est également les partis politiques qui n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale, mais qui existent, qui sont reconnus et qui participent à l'animation de la vie politique. Et cette large majorité n'est pas que politique. Cette large majorité doit inclure également les organisations de la société civile. Et donc, vous vous rendez compte que ce que dit le protocole additionnel au traité de la CEDEAO est proche du consensus national qui a été dégagé par la Cour constitutionnelle et réaffirmé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc, le législateur a méconnu cette disposition du protocole additionnel en procédant à la révision de la Constitution, ce qui pose un véritable problème en ce qui concerne cette loi de révision constitutionnelle. Ok, donc on va essayer. Quelqu'un me dit que vous pouvez toujours activer votre caméra, mais je ne sais pas si il y a assez d'abonnés actuellement pour ça. On m'avait parlé de 500. Donc vous pouvez essayer pour voir si ça va fonctionner ou pas. Je tente, mais ça passe pas. Ça passe pas. Donc les amis, continuez à vous abonner au compte du professeur Kitty. Comme ça, peut-être d'ici la fin du live, on pourra... OK. Donc, on va prendre quand même quelques éléments. Il faut qu'il appuie sur pour enregistrer. Je n'ai pas bien compris. Baba, OK. Mais on va continuer d'abord quand même, en prenant quand même quelques innovations, si on peut les appeler ainsi, des innovations majeures qu'on a dans ce projet de révision. On a parlé de la création du Sénat et on a parlé de la trêve politique. Commençons par la trêve politique. Si à écouter ceux qui ont porté ce projet à l'Assemblée nationale, c'est pour permettre au président élu de travailler dans la quiétude et de faire avancer rapidement le pays. Est-ce que ce n'est pas les arguments qui sont quand même intéressants pour pouvoir éviter toute distraction après l'élection du président? Professeur Kitty. Je disais que j'entends certains soutenir cette trêve politique et les raisons pour lesquelles
ils la soutiennent, ce sont les raisons de développement. C'est ça qui est avancé. On cite la Chine, on cite d'autres pays. Pour ces raisons, il faut une trêve politique. Alors, je vous ai lu tout à l'heure le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990. Ce préambule est clair. Je vais reprendre cet aspect-là. C'est le troisième tiré du préambule. On dit « Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un état de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garanties, protégées, promues comme la condition nécessaire au développement véritable. Développement véritable, c'est dans le préambule, troisième tiret du préambule. Développement véritable et harmonieux de chaque Béninois. Donc, pour qu'il y ait développement, il faut que on puisse permettre aux citoyens de jouir des droits fondamentaux de l'homme. Il faut que les libertés publiques soient garanties. Il faut que la dignité de la personne humaine et la justice soient garanties, protégées et promues. Vous voyez? Donc, lorsque vous lisez le préambule, vous vous rendez compte que les conditions qui ont été déterminées pour qu'il y ait développement dans notre pays, là, c'est à la conférence nationale du 19 au 28 février 1990 que nous l'avions décidé. Que ces conditions-là sont bien précisées. La jouissance des droits fondamentaux, les libertés publiques, la garantie de la dignité de la personne humaine et la justice. Et un peu plus haut, on parle d'état de droit et de démocratie pluraliste. Dans un état de droit et de démocratie pluraliste, il n'y a pas de trêve politique. Il n'y en a pas. Et nous étions partis d'une démocratie pluraliste à l'autoritarisme avec la révision de 2019. Avec la révision du 15 novembre 2025, on passe à un régime totalitaire. C'est-à-dire désormais, les droits fondamentaux ne sont plus garantis, il n'y a plus de liberté publique. Parce que s'il y a liberté publique, on ne doit pas nous demander d'observer une trêve politique. Et regardez l'article, je pense que c'est l'article 5 de la Constitution. L'article 5 de la Constitution dispose les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la charte des partis politiques. Donc, on n'a même pas touché la charte des partis politiques. Encore que la Constitution est au-dessus de la charte des partis politiques. La charte des partis politiques doit être conforme à l'article 5 de la Constitution. Ils exercent librement leurs activités. Il n'y a plus de liberté d'exercice d'activité lorsqu'on parle de trêve politique. C'est un régime totalitaire qu'on nous impose, qui n'est pas loin de ce que nous avions vécu au Bénin à partir de 1975 jusqu'en 89. Le parti unique, ça c'est le parti unique parce qu'on refuse que les partis politiques puissent exercer leurs activités pendant cette trêve politique. Toujours lié à cette notion de trêve politique qui a été introduite dans la nouvelle version de la Constitution, on apprend que pendant cette trêve, si éventuellement un acteur politique, peut-être même un citoyen, ose remettre en cause les engagements du pouvoir, on pourrait éventuellement lui retirer les droits civiques. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous avez connaissance des dispositions
qui permet au pouvoir en place d'appliquer ces genres de sanctions? Oui, c'est dangereux, je l'ai dit sur un plateau que c'est dangereux. Cette disposition de la loi de révision de la Constitution. D'abord, vous prenez l'article 16. L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 16 dit quoi? Dit toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée n'a point de constitution. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée n'a point de constitution. Donc, qui garantit les droits? Qui garantit la jouissance des dits droits? Qui garantit ça? Les droits sont proclamés abondamment dans la Constitution. Et qui vous garantit la jouissance des dits droits? C'est la justice. La justice, une justice indépendante. Qui va vous garantir la jouissance des dits droits? Et c'est ce qui fera que lorsque vos droits sont violés, vous avez la possibilité de saisir le juge pour que cette violation soit sanctionnée. Mieux, dans la Constitution du 11 décembre 1990, on a créé une juridiction qui est indépendante du pouvoir judiciaire. La Cour constitutionnelle ne fait pas partie du pouvoir judiciaire dans notre pays. On l'a créée et elle est indépendante du pouvoir judiciaire. Et la Cour constitutionnelle a pour rôle de garantir la jouissance des dits droits. C'est pourquoi elle peut se saisir d'office lorsqu'elle constate qu'il y a eu violation des droits de l'homme. Donc, c'est la justice qui peut, aujourd'hui, là, au Bénin, sur la base des infractions que vous auriez commises, décider d'arracher à un citoyen les droits politiques et les droits civiques. Si la loi prévoit, je précise, hein, si la loi qui doit être appliquée à un citoyen lorsqu'il commet certaines infractions prévoit qu'on peut lui arracher les droits civiques et les droits politiques. C'est à cette seule condition que le juge peut prononcer une peine qui vous arrache les dits droits. Alors, on donne à un Sénat qui a une chambre. C'est une chambre législative. On lui donne le pouvoir d'arracher aux citoyens les droits civiques et les droits politiques. C'est dangereux. C'est très dangereux. Un Sénat dont les membres ne sont même pas élus. Les membres de ce Sénat ne sont pas élus. On leur donne ce droit-là de vous arracher les droits civiques, de vous arracher les droits politiques. Dans quel pays ils ont vu ça? Dans quel pays ils ont vu ça? Moi, je ne sais pas. Dans quel pays ils ont vu ça? Même dans des États totalitaires dont nous parlons, ce n'est pas une chambre législative qui arrache les droits. Non, ça n'existe pas. C'est la justice qui arrache les droits. Vous voyez? Et dans notre pays, on donne à une chambre législative d'arracher les droits aux citoyens. Je ne sais pas s'il voulait imiter la procédure d'impeachment qui existe aux États-Unis, où le président de la République est poursuivi et il peut, si une certaine majorité est réunie,
être déchu de la présidence de la République lorsqu'il commet certaines infractions. Mais ici, ce n'est pas du président de la République, il est question. Il est question de tous les citoyens, y compris le président de la République, parce que lui-même, il est citoyen, mais ils ont pris la peine de dire, en dehors du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du président du Conseil économique et social, je ne sais pas sur quelle base ils ont fait ces exceptions-là. Donc, ce qui veut dire que ils n'étaient pas en train même d'imiter le Sénat et le Congrès américain. Ils ont prévu cette disposition, peut-être pour d'autres raisons qui sont cachées, que nous allons découvrir par la suite, si cette loi de révision de la Constitution est validée par un contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle. Et donc c'est pour vous dire que cette disposition viole la séparation des pouvoirs, parce qu'on donne à ce Sénat le pouvoir judiciaire, alors que le Sénat, dans la forme dans laquelle il existe dans les pays que nous imitons, n'a pas ce pouvoir-là. Parlant du Sénat quand même, on sait qu'au lendemain de la conférence nationale, on avait eu le Haut Conseil de la République et récemment le professeur Olo parlait d'un conseil de sages qui avait été envisagé. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénat, on peut considérer ça comme un rattrapage par rapport à ces institutions auxquelles les pères fondateurs de notre Constitution avaient pensé en temps? Le professeur Olo avait dit que cela avait été rejeté parce que les citoyens trouvaient que cela allait coûter cher à la République. Moi, je pense que les raisons pour lesquelles ce Sénat est créé et qui sont avancées par le gouvernement et ceux qui ont fait cette proposition de loi à l'Assemblée nationale ne sont pas fondées. Les raisons ne sont pas fondées. Pour plusieurs raisons, si je peux me répéter ainsi. D'abord, ils disent que il n'y a pas un organe de dialogue lorsqu'il y a certaines difficultés dans la République. Non, mais c'est faux. C'est faux parce que lorsque vous prenez la Constitution, pourquoi la Cour constitutionnelle a été créée? La Cour constitutionnelle est là également pour réguler le fonctionnement des institutions de la République. Lorsqu'il y a des difficultés entre l'Assemblée nationale et le président de la République et le gouvernement, la Cour constitutionnelle est là. Pour la régulation, elle a toujours fait. Et lorsqu'elle rend une décision, l'Assemblée nationale, si elle a tort, elle se soumet à la décision rendue par la Cour constitutionnelle. Il en est de même pour le président de la République. Et au-delà de ces institutions-là, lorsque la séparation des pouvoirs n'est pas respectée, lorsque l'indépendance de la justice n'est pas respectée, mais la Cour est également là. La Cour constitutionnelle est là pour connaître de tout différent, de tout litige qui porte sur la violation de la Constitution. Et c'est la Constitution qui garantit ce principe de la séparation des pouvoirs. C'est la Constitution qui organise le fonctionnement des institutions. C'est la Constitution qui a prévu les pouvoirs de chaque institution. Lorsque chaque institution respecte les pouvoirs qui sont les siennes, moi je pense que il ne peut pas avoir de problème jusqu'à ce qu'on puisse dire que
On n'a pas trouvé l'institution compétente pour le régler. Donc, la Cour constitutionnelle est bien là pour pouvoir régler les différends qui portent sur le fonctionnement des institutions, qui portent sur les relations entre les institutions. Mieux, moi j'avais travaillé au ministère chargé des relations avec les institutions pendant près de 15 ans, où j'ai occupé des postes de responsabilité. J'ai été directeur départemental, j'ai été directeur central, j'ai été également directeur général d'office dans ce ministère. Et je me rappelle bien que lorsque j'y étais, on avait mis en place le cadre de concertation des institutions. C'était un organe dans lequel les différents responsables d'institutions se retrouvaient pour échanger sur un certain nombre de problèmes qui sont liés au fonctionnement de leurs institutions. Pas à leur pouvoir, mais au fonctionnement de leurs institutions. Et ça permettait, par exemple, à la présidente de la République d'être informée des problèmes qu'il y avait à la Cour constitutionnelle, sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, à la Haute Cour de justice, à la Cour suprême, ainsi de suite. Donc ce cadre-là, moi je ne sais pas ce que cela est devenu après notre départ de ce ministère. Et donc les raisons qui sont avancées pour justifier la création de ce Sénat-là ne sont pas fondées. Au-delà, monsieur le journaliste, vous savez, la souveraineté appartient à qui dans notre pays? La souveraineté appartient à la nation béninoise. Et la nation béninoise exprime cette souveraineté de deux manières. D'abord le référendum et ensuite l'élection de ses représentants. Et les représentants de la nation, vous avez le président de la République, vous avez les députés à l'Assemblée nationale, vous avez les conseillers communaux. Maintenant, les députés ont été élus par la nation. Et on dit que tout mandat impératif est interdit. Et là, j'ouvre une parenthèse. Là. Vous savez, c'est ahurissant ce qui se passe dans notre pays. J'ouvre une parenthèse là, pourquoi? Vous voyez, dans la loi de révision de la Constitution, il est dit que, alors que, avant la révision, le mandat impératif est interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le député ne représente pas sa circonscription. Il représente la nation tout entière. Parce que la souveraineté appartient à la nation. C'est pourquoi le député ne représente pas sa circonscription. C'est toujours dans la Constitution, dans le préambule. C'est toujours dedans, ils n'ont pas modifié ça. La souveraineté appartient à la nation. Et c'est dans l'article 2 et l'article 3. C'est toujours là. La souveraineté appartient à la nation. C'est la raison pour laquelle le mandat impératif est interdit. Le député est le représentant de la nation. Alors, ils disent désormais que le mandat est impératif. Ils ont écrit ça dans la loi de révision de la Constitution, tout en maintenant que la souveraineté appartient à la nation. Ils mettent dans la loi de la révision de la Constitution que le mandat est impératif et par conséquent, tout député qui démissionne de son parti politique perd son siège. Mais c'est une incongruité. On n'a pas besoin de mettre dans la Constitution que le mandat est impératif avant que soit la charte des partis politiques ne dise que le député qui va démissionner de son parti va perdre son siège. Parce que il y a une harmonie entre la souveraineté nationale et l'interdiction du mandat impératif. Le mandat impératif est interdit parce que la souveraineté est nationale et le député est le représentant de la nation.
Le député ne représente pas son parti à l'Assemblée nationale. La Constitution dit qu'il est le représentant de la nation. Si vous dites que le mandat est désormais impératif, la conséquence c'est quoi? La conséquence, ce n'est pas que le député qui démissionne de son parti va perdre son siège. Ce n'est pas ça la conséquence du mandat impératif. La conséquence du mandat impératif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électeurs de la circonscription peuvent décider de remettre en jeu le mandat du député, d'organiser de nouvelles élections et de le remplacer à l'Assemblée nationale. C'est ce que cela veut dire. Ça se passe aux États-Unis. Ça se passe aux États-Unis. C'est ce que cela veut dire. Ce n'est pas que le député va démissionner et perdre son siège, non. Du moment où le mandat est impératif, c'est qu'il est le représentant de la circonscription. La conséquence, c'est que les électeurs de ces circonscriptions peuvent remettre en jeu son mandat. C'est ce que cela veut dire. Maintenant, pour revenir au développement que je faisais, donc, les députés à l'Assemblée nationale ont pour rôle de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Ils tiennent ce rôle-là de la Constitution, de l'élection, de leur élection par la nation, les électeurs. Alors, on crée un Sénat dont les membres ne sont pas élus. On lui attribue une partie des pouvoirs du législateur, un législateur dont le pouvoir émane des électeurs. Vous voyez, on donne à ceux qui ne sont pas élus le pouvoir de ceux qui sont élus. Je ne sais pas si vous apercevez bien ce que je veux démontrer par là. C'est que vous avez un parlement bicaméral, deux chambres, dont les uns sont élus, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ils sont élus. Ils tiennent leur pouvoir du peuple, de la nation, des électeurs qui les a élus. Et vous avez les autres qui ne sont pas élus, qui arrachent au premier les pouvoirs que la nation leur donne. Alors que les autres là, ils ne sont pas élus. Vous voyez l'incongruité. Donc, si on doit créer un Sénat, ce Sénat doit être créé par une loi de révision de la Constitution qui doit respecter la procédure, et ses membres doivent aussi être élus pour avoir une partie du pouvoir législatif. Donc, ce qui a été fait dans la loi de révision le 15 janvier 2025 viole la souveraineté. Ça viole la souveraineté du peuple. Ça viole la souveraineté du peuple. Donc, ce Sénat-là, c'est un Sénat qui est illégal. C'est un Sénat qui est illégal. Parce que ça viole la loi et ce Sénat est anticonstitutionnel parce que la loi qu'il viole plutôt, c'est la Constitution. L'article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple et aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est l'article 3 de la Constitution. Donc, le Sénat, là, s'attribue l'exercice de la souveraineté nationale qui appartient au peuple. Ce qui est une violation de l'article 3 de la Constitution. Juste, professeur Kiti, pour une question de précision que j'ai eue dans les commentaires, est-ce que le Sénat peut relever ou bien limoger un député? On dit que ce Sénat-là contrôle les mœurs politiques. C'est ce qui est